Et bienvenue chers élèves de seconde, dans cette vidéo on va corriger l'interro numéro 1, plus précisément le sujet A. Donc pas de panique si vous avez le B, les exercices étaient très similaires dans l'ensemble. Et puis avec cette correction là vous devriez comprendre les méthodes pour chaque exercice et pouvoir réussir à corriger vous-même le sujet B. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas ensuite à poser des questions. Pour cette correction, voici comment ça va se passer. Donc à droite, on a le sujet. On va développer exercice par exercice la correction en détaillant le plus possible. Je vous enverrai le document une fois que ce sera fini. Et à gauche, on a le support de cours, si besoin, pour faire des petits rappels ou pour vous expliquer exactement quel point du cours a pu servir pour répondre à telle ou telle question. Voilà comment ça va se passer et on commence avec l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1, on vous donne un encadrement décimal, ici c'est celui de racine de 5, et on vous demande, première question, l'amplitude de cet encadrement. Donc je vous remets la définition à gauche. Quand on a un encadrement décimal avec x qui est entre a et b, l'amplitude de l'encadrement, c'est tout simplement la différence b moins a. Donc ici, on n'a plus qu'à appliquer ça avec notre encadrement dans l'exercice. Et donc si on calcule ici b moins a avec notre encadrement, on obtient 0,0001, à savoir 10 puissance moins 4. Et donc c'est ça qu'on va donner ici sur nos pointillés, c'est l'encadrement, c'est l'amplitude, 10 puissance moins 4. Deuxième question, on veut donner un arrondi de 1 moins racine de 5 au dixième. Donc un arrondi, je vous le rappelle, quand vous avez un encadrement pour un nombre x, vous pouvez donner un arrondi de x à 10 puissance moins n près, si 10 puissance moins n c'est l'amplitude de l'encadrement, c'est petit a si x est plus proche de petit a, ou petit b si x est plus proche de petit b. On avait fait pas mal d'exemples, mais par exemple racine de 2, on savait que sa valeur c'était ceci, environ. Si je veux arrondir au dixième près par exemple, ce sera 1,4. Si je veux arrondir au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 10 puissance moins 7 près, eh bien ce sera 1,4142136, puisque 5 est au-dessus et 6 est plus grand que 5. Maintenant, ce qu'on veut encadrer, enfin ce qu'on veut arrondir, ce n'est pas racine de 5, c'est 1 moins racine de 5. Donc il me faut un encadrement de 1 moins racine de 5. Eh bien, puisque j'ai l'encadrement de racine de 5, j'ai la possibilité d'avoir un encadrement de moins racine de 5. Comment je vais faire? Je vais tout simplement prendre l'opposé de chacun des termes dans mon inégalité. Donc ici, j'avais 2, 23, 6, 0, et ici 2, 23, 6, 1. En prenant l'opposé, puisqu'on multiplie par moins 1, on va changer le symbole de comparaison. Ça fait moins 2,2360, moins 2,2361. Et si on ajoute 1 pour obtenir exactement 1 moins racine de 5, on va obtenir que 1 moins racine de 5, c'est inférieur à moins 1,2360 et plus grand que moins 1,2361. Maintenant, je veux un arrondi au dixième. Dixième, c'est un seul chiffre après la virgule. Et bien, si je regarde ici, puisque 1 moins racine de 5, ce sera entre moins 1,23,6 et moins 1,23,61, bon, ben finalement, au dixième près, ce sera moins 1,2, son arrondi. Donc, après tout ce petit travail, je peux donner l'arrondi et dire ici moins 1,2. On aurait pu aussi noter 1 moins racine de 5, environ égal, pour dire que c'est un arrondi, à moins 1,2. Pour la C, on veut donner un encadrement de racine de 5 plus pi au dixième près. Donc, je rappelle qu'on a un encadrement de racine de 5, il est donné dans l'énoncé, c'est entre 2,2360 et 2,2361. Et vous devez savoir que pi, c'est environ 3,14. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, parce que l'arrondi sera finalement au dixième. Si vous ajoutez 3,14, au milieu ici, on va ajouter pi, donc la valeur exacte. On peut l'encadrer par 2,2361 plus, allez, on va prendre une fourchette haute, 3,15, et l'encadrer en dessous par 2,2360 plus 3,14. On sait que pi plus racine de 5, ce sera bien compris entre ces deux nombres. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à les calculer, et on pourra donner ensuite un encadrement au dixième près. On va tronquer en fait la partie décimale. Ici, on a pi plus racine de 5, plus petit que, alors on a 5, combien? Et bien finalement, on peut s'arrêter au centième, mais on va quand même tout donner. Ça va te donner 38,61.
Ok. Et ici, on a 5,3760. Vous remarquez que là, l'encadrement n'est plus décimal tout à fait. Enfin, on n'a pas un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 4 ou moins 3 ou quelque chose comme ceci. Mais on va s'arrêter finalement au dixième et dire que pi plus racine de 5, c'est encadré par 5,3 et 5,4. Finalement, maintenant, j'ai un encadrement décimal d'amplitude 10 puissance moins 1, donc au dixième près. Pour passer de cette ligne à cette ligne, donc d'ici à là, j'utilise simplement le fait que 5,4 c'est bien plus grand que cette quantité, donc par transitivité c'est plus grand que pi plus racine de 5, ce qui justifie cette partie-là. Et comme 5,3760 c'est plus grand que 5,3, ça permet de justifier cette partie-là. Donc on l'écrit sur le sujet, racine de 5 plus pi, si je veux l'encadrer au dixième près. Alors pour l'encadrement, hein, c'est pas grave si vous mettez inférieur strict ou inférieur ou égal, c'est un encadrement, hein, ce qui compte c'est que les bornes soient correctes et que l'amplitude soit la bonne. Donc on va noter 5,3 ici et 5,4 là. Pour la D, on veut donner un arrondi de 4 racines de 5, et la seule chose qu'on a pour l'instant, et l'arrondi sera à l'unité, hein, je précise, la seule chose qu'on a pour l'instant c'est l'encadrement de l'énoncé. Donc j'ai recopié une nouvelle fois l'encadrement de l'énoncé, et cette fois-ci on va se dire, eh bien si je fais x4, donc je vais encadrer 4 racines de 5. Je sais que ça va être encadré par 4 fois 2,2360 et 4 fois 2,2361. Bon, au final, l'encadrement sera à l'unité. Donc je ne suis pas obligé de m'embêter à calculer ces produits-là, puisque finalement, je peux dire que ça, c'est plus grand que 4 fois 2,2. On peut même aller jusqu'à 23 si on veut être un peu plus précis. Et ça va être plus petit que 4 fois 2,23,7, et on peut même dire 24. Comme ça, on a des produits plus faciles à effectuer. Ici, la borne inférieure 4 fois 2,23, eh bien en réalité, ça fait 8,92. Et ma borne supérieure ici, 4 fois 2,24, ça fait 8,96. Donc finalement, j'ai trouvé que 4 racines de 5, le nombre dont je veux l'arrondi à l'unité, est entre 8,92 et 8,96. Donc finalement, sur une droite graduée, il sera plus proche du nombre 9 que du nombre 8, clairement. Donc l'arrondi à l'unité sera 9. Donc si on fait un petit dessin, le nombre 4 racines de 5, précisément ici sur une droite graduée, on sait qu'il est entre 8,92 et 8,96. Donc dans tous les cas, il va être plus proche de 9 que de 8. Donc l'arrondi à l'unité, on peut le remplir, c'est 9. On peut écrire sur l'énoncé ici, 4 racines de 5 environ égale 9, ou juste 9 si on donne simplement la réponse. Ici, on va laisser, allez, 4 racines de 5 environ égale 9, et ceci clôt l'exercice 1. Exercice 2, on doit déterminer d'une certaine façon la nature des nombres, mais pas forcément juste la nature, on veut juste savoir si un calcul appartient à un certain ensemble. Donc il faut connaître déjà tous ces ensembles, donc ça c'était dans le cours les ensembles de nombres, les entiers relatifs n, les entiers naturels n, entiers relatifs z, on avait vu les décimaux d, ensuite on a vu les rationnels q et on a vu les réels r. Ce qui est important, c'est de retenir déjà l'inclusion des ensembles pour se souvenir que si vous trouvez qu'un nombre est un entier relatif, ça veut dire qu'il est aussi décimal et qu'il est aussi rationnel et qu'il est aussi réel. Par contre, si un nombre est uniquement décimal, il n'est pas relatif ni naturel, il va être aussi rationnel et aussi réel. Ça, c'est l'inclusion des ensembles. Ce qui est important aussi, c'est de se souvenir les propriétés qui permettent d'affirmer qu'un nombre va être décimal. Par exemple, c'est la propriété qu'on avait vue ici. Si vous pouvez écrire un nombre sous la forme a sur une puissance de 2 fois une puissance de 5, alors ce nombre sera décimal. C'est ça l'avantage qu'on a. Donc pour cet exercice 2, on va prendre chacun des nombres dans l'ordre. On va calculer sur notre copie ici l'expression la plus simplifiée de la quantité pour juger à la fin de la nature du nombre et finalement de s'il appartient ou non à l'ensemble qui est précisé ici. On est parti avec le petit a. Alors, pour savoir si ce nombre est décimal, 3 au carré fois 7 sur 2 puissance 6 moins 1. Il va falloir qu'on simplifie tout ça. Donc déjà, tout ceci, je peux dire que c'est 3 au carré fois 7 sur 2 puissance 6 moins 1. 3 au carré, je sais que ça fait 9, donc fois 7, sur 2 puissance 6 moins 1. Alors 2 puissance 6, je peux le calculer, hein, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, et il faut juste que je vérifie bien que j'ai 2 puissance 6 au final.
Donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, si on ne les connaît pas par cœur. Ça, c'est 2 puissance 1, donc puissance 2, puissance 3, 4, 5, 6. Donc le nombre, c'est 64. Autrement dit, ici, je vais avoir au dénominateur 64 moins 1. Maintenant, on peut encore simplifier. 9 fois 7, ça fait 63. Et 64 moins 1, ça fait 63. Donc 63 divisé par 63, ça fait 1. Ça, je sais très bien que c'est un entier naturel. Donc finalement, si je donne un nom à mon calcul, on l'appelle grand A. Je peux dire que A est un entier naturel. Donc, puisque n est inclus dans D, j'ai bien A qui appartient à D. Ceci me permet de justifier ce symbole-là que je mets pour le petit a. Et on va faire le même raisonnement pour petit b, c, etc. jusqu'à g. Pour petit b, ça va aller vite. On vous demande, est-ce que la valeur absolue de moins 6, c'est un entier naturel? Si vous avez la mémoire de la définition de la valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre s'il est positif et son opposé s'il est négatif. Bon, moins 6, c'est négatif. Donc ça vaut moins 6, qui vaut 6. 6 est bien un entier naturel. Donc on peut directement compléter ici, appartient aux entiers naturels. Pour le C, ça va aller très vite aussi. Moins 33 sur moins 11 est-il décimal? Eh bien, moins 33 sur moins 11, je sais que ça fait 33 onzièmes, puisque moins divisé par moins, ça va être égal à plus divisé par plus. Et 33 sur 11, ça va faire 3. Si on simplifie vraiment dans le détail, c'est 3 fois 11 sur 1 fois 11. Donc en simplifiant par 11, ça fait 3. Et ça, c'est un entier naturel. Donc, c'est bien un décimal, puisque les entiers naturels sont des décimaux. Le D, un peu plus compliqué, on a racine de 5 plus 1, le tout au carré, sur 3 plus racine de 5. On vous demande, est-ce que c'est un relatif? Ne plongez pas en vous disant, oh, il y a une racine d'un nombre qui n'est pas un carré parfait, impossible que ça appartienne à Z. Il faut simplifier toute cette expression pour savoir exactement ce qu'elle vaut au final. Donc déjà, on va recopier l'énoncé, en essayant de ne pas faire d'erreur dans la lecture de l'énoncé, et on va travailler ce calcul, cette expression. Au numérateur, on reconnaît une identité remarquable, donc c'est racine de 5 carré plus 2 racine de 5 plus 1. Le tout sur 3 plus racine de 5. Vous remarquez qu'on ne peut pas simplifier grandement le dénominateur. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Pour l'instant, racine de 5 au carré, ça fait 5. Plus 2 racine de 5, je ne peux pas simplifier. Plus 1. Le tout sur 3 plus racine de 5. Vous êtes d'accord avec moi que 5 plus 1, ça fait 6. Donc là, je perds personne si je dis que ça fait 6 plus 2 racine de 5 sur 3 plus racine de 5. Et dernière étape, il faut que je factorise au numérateur, parce que 6 plus 2 fois quelque chose, en réalité, c'est 2 facteurs de 3 plus racine de 5. Donc ici, j'ai au numérateur 2 facteurs de 3 plus racine de 5 sur 3 plus racine de 5. Je peux tout à fait simplifier par le facteur 3 plus racine de 5, et finalement, ça va me donner 2. Donc tout ce nombre-là n'est rien d'autre que 2, qui est un entier naturel. Donc si je donne un nom à mon calcul et que je l'appelle grand D, je peux dire que grand D est un entier naturel, donc eh bien, il est décimal, puisque c'est ce que je cherchais à démontrer. Donc je peux compléter... Ah pardon, relatif, on vous demandait relatif. Donc vérifiez bien ce qu'on vous demande. C'est un naturel, donc c'est un relatif, c'est ce qui m'intéresse, ça me permet de compléter ici, appartient. Petit e, on a le nombre racine de 2 plus racine de 8 sur racine de 4. Est-ce que c'est un décimal? Eh bien, on va le calculer pour savoir un peu plus en profondeur ce que ça représente. Racine de 2, je ne peux pas trop simplifier. Par contre, racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et racine de 4, ça on le connaît, c'est 2. Au numérateur, on peut dire que c'est racine de 2 plus... Alors, la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc, racine de 4 fois racine de 2. Le tout sur 2. Au numérateur, j'ai donc racine de 2 plus 2 racines de 2 sur 2. Et finalement, si je compte, j'ai une racine de 2 plus 2 racines de 2, ça me fait 3 racines de 2 sur 2. Ça y est, j'ai fini de simplifier mon calcul, je ne peux pas aller plus loin, et cette racine est toujours présente. Donc, puisque j'ai racine de 2 qui est irrationnelle, eh bien 3 demi de racine de 2, ce sera aussi irrationnel. Donc ça n'appartient pas aux décimaux, puisqu'en réalité, ce nombre est irrationnel. Il n'appartient même pas à Q. Donc je peux compléter ici et dire que ça n'appartient pas aux décimaux. La suivante, on a une valeur absolue avec une fraction dans une fraction. Bref, tout ceci, on doit le calculer pour savoir si c'est un entier naturel.
Donc on va déjà recopier l'énoncé en essayant de ne pas faire d'erreur. Donc moins valeur absolue de 0,1 moins 0,2 plus 0,3 moins 0,4, le tout sur 1 sur moins 5. Donc pour calculer ceci, on va déjà s'intéresser à ce qui est dans la valeur absolue. On peut calculer plus rapidement, hein, j'ai 0,1 plus 0,3 moins 0,4. Bah, tout ça, ça va faire 0, puisque finalement 0,1 plus 0,3, ça donne 0,4. Donc si je soustrais 0,4, ça va faire 0. Donc au numérateur, il me reste moins valeur absolue de moins 0,2 sur 1 sur moins 5. Maintenant, valeur absolue de moins 0,2, c'est 0,2. Et je n'oublie pas ce moins-là qui est ici. Donc si je vous les identifie plus clairement, on a en réalité donc valeur absolue de moins 0,2. Donc le moins bleu ciel va disparaître pour donner 0,2. Et ce moins-là, par contre, lui, est en dehors des valeurs absolues. Donc il reste ici et ça devient moins 0,2 sur 1 sur moins 5. Maintenant, divisé par 1 sur moins 5, c'est multiplié par son inverse, donc moins 5 sur 1. Et finalement, moins 0,2 fois moins 5 sur 1, ça fait 0,2 fois 5. On sait déjà que ce sera positif. Et 0,2 fois 5, ça fait 1. Pourquoi je dis qu'on sait déjà que ce sera positif? Parce que j'ai deux facteurs moins dans mon produit. Donc finalement, ça va donner un résultat positif. Et 0,2 fois 5, ça fait 1. Et 1, c'est un entier naturel. Donc je peux dire que mon nombre f appartient aux entiers naturels. Et le dernier, moins 750 fois moins 7,5, est-ce que c'est un entier naturel? On va voir ça tout de suite, ça va aller assez vite. L'astuce, c'est de remarquer que moins 750, c'est moins 75 fois 10 fois, donc, moins 7,5. Finalement, si on calcule 10 fois moins 7,5, ça fait moins 75. Et donc finalement, on est en train de faire moins 75 fois moins 75. Pour bien vous le faire voir, je vais mettre les parenthèses ici. Donc tout ça, c'est moins 75, le tout au carré. Et finalement, moins 75 au carré, ça va donner un résultat positif et un résultat entier, puisque le produit de deux entiers restera entier. Donc tout ceci, c'est un entier naturel, puisqu'il sera positif grâce au carré. Donc je peux dire que le calcul G appartient aux entiers naturels, et ceci clôt l'exercice 2. Exercice 3, alors celui-ci il est encore plus orienté sur les valeurs absolues et les notions de distance. Donc pour la première question, il fallait écrire deux nombres, grand A et grand B, sans la notation valeur absolue. Comment on fait pour supprimer entre guillemets les barres? Eh bien il faut qu'on se demande, est-ce que la quantité à l'intérieur de mes deux barres verticales, donc à l'intérieur de ma valeur absolue, est-ce que c'est positif ou négatif? Si jamais c'est positif, bon ça peut être nul, hein, mais auquel cas c'est pas intéressant, ça fait juste 0. Si c'est positif, alors ceci vaudra uniquement ce qui est à l'intérieur. Si c'est négatif, alors ça vaudra l'opposé de ce qui était à l'intérieur. Maintenant, il faut se demander, est-ce que racine de 5 moins 4 tiers est positif ou négatif? Pour le savoir, on peut utiliser la méthode que je vous avais présentée pour encadrer une racine. Donc là, on veut encadrer la racine carrée de 5. On va noter 5 et on va essayer de voir entre quels deux entiers qui sont des carrés parfaits il se situe. 5, il est entre 4 et 9. Qui sont respectivement les carrés de 2 et 3. Donc finalement, la racine de 5, elle est entre 2 et 3. Maintenant que j'ai encadré ma racine de 5, je peux essayer de me dire 4 tiers, entre quels entiers consécutifs je peux l'encadrer. 4 tiers, c'est plus grand que 3 tiers, donc plus grand que 1. Et c'est plus petit que 6 tiers, donc plus petit que 2. Donc finalement, il s'avère que racine de 5, en étant plus grand que 2, il est plus grand que 4 tiers. Donc, racine de 5 moins 4 tiers sera positif. On est dans ce cas-là. Donc, tout ceci va valoir uniquement racine de 5 moins 4 tiers. Donc voilà ce qui doit figurer sur la copie, c'est uniquement ceci. On s'est débarrassé de la notation valeur absolue en disant que puisque la quantité à l'intérieur était positive, on était dans ce cas-là, donc ça vaut juste la quantité qui a été à l'intérieur. Pour B, eh ben B, c'est un cas qu'on avait déjà vu, la valeur absolue de pi moins 4. Puisqu'on sait que pi est entre 3 et 4, si on fait un encadrement à l'unité, on sait qu'il est strictement plus petit que 4. Donc 4 moins pi, c'est strictement positif. Donc finalement, pi moins 4, c'est strictement négatif. C'est ça, inférieur à 0. Donc la valeur absolue de quelque chose de négatif, c'est l'opposé de cette même quantité. Et l'opposé de pi moins 4, c'est moins pi plus 4, qu'on peut réécrire 4
moins pi. Donc voilà comment on peut noter les nombres a et b sans la notation valeur absolue. Petit b, on va chercher à calculer la distance entre les nombres moins 5 tiers et 1 sixième. Cette distance, on va la noter petit d. Donc rappel de cours, la distance entre deux nombres petit a et petit b, c'est tout simplement valeur absolue de petit a moins petit b, qui est la même chose, je le rappelle, que valeur absolue de petit b moins petit a. Dans tous les cas, ce sera la distance positive. Donc, pour calculer la distance entre moins 5 tiers et 1 sixième, je dois donc calculer, puisqu'elle s'appelle petit d, valeur absolue de moins 5 tiers moins 1 sixième. Ça serait revenu au même si vous aviez fait valeur absolue de 1 sixième moins 5 tiers. Dans les deux cas, je fais la différence entre les deux nombres dont je veux la distance et je prends la valeur absolue. Si on met un peu de couleur pour s'y repérer, pour la distance entre ces deux nombres, eh bien ce qu'il faut c'est le premier moins le deuxième ou le deuxième moins le premier, en n'oubliant pas les signes évidemment. Et une fois que c'est fait, on prend la valeur absolue. Pour calculer ceci, eh bien, on va juste dire que moins 5 tiers moins 1 sixième, c'est moins 10 sixièmes moins 1 sixième. Comme ça, on a moins 11 sixièmes dans la valeur absolue. Et je sais que comme c'est négatif, eh bien, la valeur absolue de ceci vaudra 11 sixièmes. Et voilà, j'ai calculé la distance, elle vaut donc 11 sixièmes. Question C, eh bien, question C, on va calculer un nombre grand C qui est une opération avec une fraction et notamment des valeurs absolues. Donc on va déjà essayer de recopier l'énoncé sans faire d'erreur, ça nous évitera de perdre des points. Donc au numérateur 2 moins 3 fois valeur absolue de 5 moins 7, le tout sur valeur absolue de 3 moins 5 plus 7. Donc on va calculer ça étape par étape. Les valeurs absolues fonctionnent comme les parenthèses. On va commencer par les valeurs absolues les plus intérieures. Donc ici, valeur absolue de 5 moins 7. Donc si on recopie déjà notre trait principal de fraction, au dénominateur, on peut travailler un petit peu, 3 moins 5 plus 7. Donc finalement, 7 moins 5, ça fait 2. 2 et 3 donnent 5. Donc ici, j'aurai 5. Et ensuite, au numérateur, donc valeur absolue de 2 moins 3 fois valeur absolue de 5 moins 7, qui fait moins 2. Donc finalement, si on détaille, au dénominateur, ça va aller très vite parce que valeur absolue de 5, puisque 5 est positif, c'est juste 5. Et au numérateur, donc on a 2 en valeur absolue, 2 moins 3 fois valeur absolue de moins 2 qui fait donc 2. Et si on détaille ceci, ça fait, donc dénominateur 5, et au numérateur, valeur absolue de 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4, donc tout ça c'est valeur absolue de moins 4 sur 5, et valeur absolue de moins 4, c'est juste 4. Donc voilà comment on peut trouver la valeur de ce nombre C. C vaut 4 cinquièmes. Dernière question du 3, on vous demande quel est le nombre le plus éloigné de racine de 3 entre moins racine de 3 et racine de 9. Donc, concrètement, si on veut visualiser ce qui se passe, sur une droite graduée, si je place racine de 3, qui est le plus loin entre moins racine de 3 et racine de 9? Quelle est la distance la plus longue entre ces deux-là? Donc pour le savoir, on va devoir calculer deux distances. La première distance, c'est celle entre racine de 3 et moins racine de 3. Donc si on détaille, c'est racine de 3 moins racine de 3 en valeur absolue. Ça fait valeur absolue de 2 racines de 3. C'est juste 2 racines de 3. Donc cette distance-là, c'est entre moins racine de 3 et racine de 3. Donc voilà la distance qu'on vient de trouver. Alors évidemment, pour l'instant, 2 racines de 3, c'est pas très éloquent. On ne sait pas à peu près combien ça fait. Mais calculons la deuxième distance, donc, entre racine de 3 et racine de 9. Bon, depuis tout à l'heure, on laisse racine de 9, mais on sait très bien que ça fait 3. Donc on va écrire que c'est racine de 3 moins 3 en valeur absolue. Et même question qu'au tout début, il faut savoir qui est le plus grand entre 3 et racine de 3. Bon, là, il est évident que pour tout nombre a strictement plus grand que 1, par exemple, eh bien racine de a, ça va être plus petit que a. Donc ici, racine de 3, forcément, c'est plus petit que 3. On aurait aussi pu l'encadrer, mais on se serait vite rendu compte que racine de 3, c'est plus petit que 3. Donc finalement, ceci, ça vaut 3 moins racine de 3. C'est l'opposé de ce qu'il y avait à l'intérieur. L'opposé de racine de 3 moins 3, ça fait 3 moins racine de 3. Ok, donc on a nos deux distances. Maintenant, il faut qu'on se demande laquelle est la plus grande. Donc on doit comparer ces deux nombres. Pour comparer deux nombres, savoir qui est plus grand que l'autre, ce qu'on peut faire, c'est calculer par exemple D1 moins D2. On va comparer ceci à 0. Donc si c'est plus grand que 0, ça reviendra à dire que D1 est plus grand que D2. Si c'est égal, ça reviendra à dire que D1 est égal à D2.
Et si c'est inférieur à 0, ça reviendra à dire que D1 est inférieur à D2. Calculons cette quantité-là et voyons comment on peut la comparer à 0. Alors, D1, c'est 2 racines de 3, auquel on va soustraire D2, qui vaut 3 moins racine de 3. Attention aux parenthèses, puisqu'on soustrait tout ce nombre-là. Si on développe, ça fait 2 racines de 3 moins 3 plus racine de 3. Donc finalement, ça fait 3 racines de 3 moins 3. On peut factoriser tout ça par 3 pour que ça donne 3 facteurs de racine de 3 moins 1. Ok, on ne peut plus faire grand-chose. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de comparer ce nombre à 0. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est strictement positif? Il faut qu'on sache. Bon, 3 est strictement positif. On le multiplie par racine de 3 moins 1. Il faut qu'on étudie le signe de racine de 3 moins 1 pour savoir si c'est positif, négatif ou nul. Bon, on sait que ce ne sera pas nul, mais positif ou négatif. Vous pouvez, si besoin, réutiliser la méthode qu'on a vue plus tôt. Pour encadrer racine de 3, on va encadrer 3 entre deux carrés parfaits. Donc entre 1 et 4 ici. On va prendre les racines respectives de 1 et 4, qui sont 1 et 2. Et donc on peut affirmer que racine de 3, c'est entre 1 et 2. Maintenant, donc, on vient de voir, ça c'est ce qui nous intéresse, ce que j'encadre, enfin ce que j'entoure, racine de 3 est plus grand que 1. Donc racine de 3 moins 1, ce sera positif, puisque racine de 3 est plus grand que 1. Donc tout ça, c'est un produit de deux nombres positifs, c'est donc positif. Et donc finalement, on a comme conclusion, D1 est plus grand que D2. Donc à la question, quel est le nombre le plus éloigné de racine de 3? Eh bien, puisque c'est D1 qui est plus grand, vu que c'était la distance entre racine de 3 et moins racine de 3, le nombre le plus éloigné est moins racine de 3. Petite phrase réponse, donc le nombre le plus éloigné de racine de 3 entre moins racine de 3 et racine de 9 est moins racine de 3. Vous remarquez que volontairement, je laisse la même écriture que dans l'énoncé, racine de 9, même si on sait que ça fait 3. Puisque la question c'est quel est le nombre le plus éloigné de racine de 3 entre moins racine de 3 et racine de 9, on va reprendre la même chose que dans l'énoncé et dire que c'est moins racine de 3. Voilà la réponse à la question et ça clôt l'exercice 3. Exercice 4, alors celui-ci il était identique à celui que vous aviez dans le CAR numéro 1, donc les calculs à rendre. On va quand même le détailler ensemble. On avait deux quantités, grand A et grand B, qui étaient définies en fonction d'un x, donc en fonction d'une inconnue ici, d'une variable. Et premièrement, on doit trouver un nombre x entier naturel, de telle sorte à ce que A soit aussi un entier naturel. Vous remarquez deux façons d'écrire la même chose. Dire que je suis un entier naturel, je peux dire que j'appartiens à n, et je peux écrire en toutes lettres, je suis un nombre entier naturel. Bref, commençons nos recherches pour le petit a. Donc dans l'expression de a, j'ai isolé x, qui pour l'instant n'est même pas défini. On doit chercher un x entier naturel pour que le nombre a soit un entier naturel également. Donc on va entamer nos recherches. On peut se dire, essayons 0, voyons si ça marche, essayons 1, voyons si ça marche. Mais tout ça, ça pourrait prendre beaucoup de temps si finalement la réponse n'est pas si évidente que ça et qu'elle met du temps à être trouvée. Une autre façon que de tâtonner petit à petit, c'est de simplifier l'expression de a pour essayer de voir s'il n'est pas plus clair le nombre qu'on doit choisir pour x pour que a soit naturel. Alors je dis le nombre, mais ça pourrait être plusieurs possibilités. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est simplifier l'écriture de a. On va dire que a, c'est donc un dénominateur commun, je pense que ça pourrait être 6, ça pourrait être pratique. Ça, c'est moins 2 sixièmes, plus x sixième, plus, il faut faire x3, donc 27 sixièmes. Et donc on obtient moins 2 plus x plus 27, le tout sur 6. Si on simplifie un peu, 27 moins 2, ça fait 25, donc 25 plus x sur 6. Je vais remettre dans la dernière égalité x dans une autre couleur pour qu'on se dise maintenant, ok, est-ce qu'il n'est pas plus clair quels sont les nombres que je peux choisir pour x pour que ceci soit un entier naturel? Puisque je divise par 6, le seul moyen pour moi d'être entier naturel, c'est que ce que je vais surligner ici soit un multiple de 6. Et idéalement un multiple positif pour que je sois un entier naturel et pas juste relatif. Donc là, c'est assez facile de se demander quel nombre x je peux choisir pour avoir un multiple de 6 au numérateur. Bon 25 plus, par exemple, 25 plus 5, ça donne 30, et donc finalement 36e, ça ferait 5. Donc on peut prendre x égale 5. On peut prendre aussi x égale
par exemple, un certain nombre pour que 25 plus x donne 36, un autre multiple de 6. Bah finalement, il faudrait que x vale 11. Donc plein de possibilités hein, pour x, il y en aurait une infinité finalement. Nous, on va prendre la plus simple, allez, prenons 5. Donc une fois qu'on a ceci, on va conclure comme ça. On va dire pour x égale 5, on a bien x qui est un entier naturel, donc x appartient à n, et grand A qui vaut 25 plus 5 sur 6, qui vaut 36e, qui vaut 5, qui est un entier naturel. Donc finalement, on a trouvé un nombre entier naturel pour que grand A soit un entier naturel. Et bien maintenant qu'on a compris l'idée, on va faire le même chemin avec B pour trouver un nombre relatif, entier relatif, tel que B soit un nombre décimal. Donc on va déjà recopier l'expression de B. Donc B c'est 0,25 moins racine de x plus 2 sur 2. Et on cherche x entier relatif pour que B soit décimal. Donc en réécrivant B, on a son expression qui saute aux yeux. Et on se dit, bah en fait ce qui m'embête c'est cette racine. La racine, c'est ce qui va faire que mon nombre, potentiellement, il est irrationnel ou des choses comme ceci. Finalement, l'avantage qu'on a, c'est que x peut être négatif, puisqu'on doit chercher x dans z. Et bien, puisque la racine nous embête, on n'a qu'à essayer d'annuler la racine. Comment faire en sorte que racine de x plus 2 s'annule? Et bien, tout simplement en prenant x égale moins 2. Si j'ai x qui vaut moins 2, j'ai bien racine de x plus 2 qui vaut 0. Donc tout ceci va s'annuler, et donc finalement B sera juste égal à 0,25. Donc c'est une façon que je trouve la plus simple pour avoir B comme étant décimal, c'est en prenant x égale moins 2. Donc on peut l'écrire ici. Avec x égale moins 2, on a bien x appartient aux entiers relatifs, et B, alors que vaut B, donc c'est 0,25 moins racine de x plus 2 sur 2. Sauf que racine de x plus 2 sur 2, ça va donner racine de 0 sur 2. Et donc tout ceci, c'est juste 0,25. Et 0,25, c'est bel et bien un nombre qui est décimal. Donc on a bien que B appartient aux nombres décimaux. Et voilà qui clôt l'exercice 4 et l'entièreté de l'interro. A noter que d'autres réponses étaient possibles pour x ici, et même pour x ici. Donc c'était pas forcément 5 et 2 qui étaient les réponses, 5 et moins 2, pardon, qui étaient les réponses attendues. En tout cas, voilà qui termine cette première interro.